Il travaille notamment en matière de développement des capacités, mais également des bonnes pratiques. Il est en lien avec deux programmes qui sont très importants dans les pays francophones et dans la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. Il est spécialiste de l'écologie ici et des plans de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Et il, ici, est en partenariat avec nous, l'Université du Michigan. Et Moussa a également travaillé en tant que scientifique, mais également auprès de l'agence ici de biosécurité du Burkina Faso. En tant que membre justement de cette agence, il a participé à la rédaction de la loi sur la biosécurité. Moussa fait donc maintenant partie de l'Agence de développement de l'Union africaine et ils ont participé activement à nos négociations dans le cadre de la CBD et c'est un grand plaisir de l'accueillir. Alors Moussa, je pense que l'on peut vous entendre et que l'on peut voir vos présentations et je vous passe la parole sans plus attendre. Moussa, c'est à vous. Merci beaucoup, Hector. Je voudrais vraiment remercier. Malheureusement, ma vidéo ne marche pas, mais je pense qu'à la fin, je trouverai le moyen de faire voir mon image. En tout cas, merci beaucoup, Hector, merci Dave, merci FNH pour cette initiative et pour avoir associé l'Agence de développement de l'Union africaine à cette série de webinaires. Entre l'Agence de l'Union africaine, l'Agence de développement de l'Union africaine et FNH, c'est un long partenariat, un partenariat traditionnel qui a commencé depuis longtemps et qui produit des effets et des résultats au service de l'Afrique. Et je voudrais, au nom donc des autorités de l'Agence de développement de l'Union africaine, remercier vivement pour cette initiative. Alors, je voudrais, avec votre permission donc, partager mon écran. J'espère que tout le monde voit mon écran. C'est bon, tout le monde voit? Yes, Moussa, we can. Yes, Moussa, we can. Yeah. Alors, il m'a été demandé de discuter aujourd'hui ou d'introduire la discussion sur le rôle de l'Agence de développement de l'Union africaine dans l'appui qu'elle donne au groupe africain des négociateurs sous l'égide de la Convention sur la diversité biologique, bien sûr, des Nations Unies. Donc, de faire un appui pour les négociations sur tous des sujets qui nous intéressent. Et je voudrais très rapidement dire qu'à la fin de cette présentation, je souhaiterais que les scientifiques, les chercheurs et autres acteurs qui sont présents à ce webinaire et qui sont engagés dans le travail de l'ingénierie génétique ou de la biologie moderne, biotechnologie moderne, puissent être informés sur les processus de la Convention sur la diversité biologique, bien sûr. Vous avez déjà commencé il y a quelques jours à suivre les différentes présentations. Je voudrais surtout que vous soyez informés du rôle spécifique que l'Agence de développement de l'Union africaine, ensemble avec la Commission de l'Union africaine, apporte au groupe africain des négociateurs au cours des sessions de cette convention. Et je voudrais aussi que l'on puisse discuter des priorités du groupe africain, du continent africain pour les négociations actuellement en cours en 2022 au niveau de la CBD. Et à la fin, je voudrais juste aligner une série de questions dont je n'ai pas forcément la réponse, mais des questions qui interpellent comment nous allons nous organiser
pour que les scientifiques, les chercheurs puissent être d'un apport suffisant pour le groupe des négociateurs, et aussi comment est-ce que nous pouvons renforcer les capacités de négociation au sein de nos chercheurs. C'est une série de questions. Je n'apporte pas forcément les réponses, mais nous pourrons plus tard en discuter de façon plus approfondie. Alors, en termes donc j'espère que ma présentation, voilà, et voilà. Alors, donc, nous parlons sous l'égide de la Convention sur la diversité biologique. Le mot fort ici, c'est la diversité biologique. Et je voudrais dire d'emblée que la biodiversité, la diversité biologique est un sujet qui intéresse au premier plan l'ensemble du continent africain, pour un certain nombre de raisons. D'abord, le continent africain est un continent reconnu comme immensement riche en biodiversité. Il y a ici quelques éléments. Le continent africain abrite à peu près un quart de la diversité mondiale. Le continent africain, c'est le continent qui abrite le plus grand groupe, la plus grande diversité des mammifères, des grands mammifères. Et lorsqu'on parle de biomes, vous trouvez toutes sortes de biomes au sein de l'Afrique, des mangroves au désert, des paysages méditerranéens aux forêts tropicales, etc., etc. L'Afrique est donc extrêmement riche en matière de biodiversité. Mais dans le même temps, l'Afrique est le continent, comme vous le savez, qui connaît la plus grande évolution, la plus grande augmentation, la plus rapide augmentation de la population. C'est le continent avec la population la plus jeune au monde. Ceci est bien sûr un atout, mais ceci est associé aussi avec beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Des défis pour l'urbanisation, des défis pour le développement agricole, l'augmentation de la productivité pour nourrir donc toute cette population jeune. Donc, il y a un défi certain. Comment concilier le bien-être économique, le bien-être humain avec les priorités de l'environnement. Ceci est un challenge. Et nous avons besoin en Afrique aussi bien de préserver cette richesse biologique, mais aussi de savoir l'utiliser de façon durable pour notre transformation socio-économique. Voilà les raisons pour lesquelles l'Afrique a accueilli avec le plus grand enthousiasme l'avènement de la Convention sur la diversité biologique qui, à travers ces trois objectifs, peuvent effectivement nous permettre de gérer convenablement cette biodiversité. Donc, la Convention sur la diversité biologique est une convention pour laquelle l'Afrique a un intérêt tout particulier, certainement beaucoup plus que tous les autres continents. Et comme vous le savez, et comme cela vous a été dit, les participants, les partis qui animent les négociations au niveau de la Convention sur la diversité biologique sont organisés en groupe. La plupart des pays africains sont membres signataires de la Convention sur la biodiversité. Donc, ils sont organisés en groupe, soit en groupes régionaux, économiques, ou alors des groupes politico-économiques. Vous avez l'exemple, par exemple, de l'Union européenne avec ses 27 membres. Vous avez, par exemple, le GISCANS, composé de la Nouvelle-Zélande, etc., avec d'autres pays. Vous avez le GRULAC. Donc, vous avez aussi le groupe africain qui représente les 55 États membres de l'Union africaine. Et bien sûr, il y a des pays qui ne sont pas partis, mais qui participent. C'est le cas des États-Unis. Et en plus de ces pays, vous avez les organisations intergouvernementales. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les grands groupes
qui peuvent être les groupes des peuples indigènes et des communautés locales, les groupes pour les jeunes, les groupes pour les femmes, les groupes qui représentent la recherche, la science, l'académie, la technologie, etc. Et il est important de savoir que lorsque ces groupes sont en train de faire des déclarations au niveau de la CBD, les représentants des groupes vont parler donc au nom de l'ensemble du groupe. C'est comme la France qui, au cours de la conférence ou des travaux de la SAPSTA à Genève il y a quelques semaines, parlait au nom de l'Union africaine et de ses 27 membres, parce que la France, en ce moment, est en train d'exercer la présidence donc tournante de l'Union européenne. Le Sénégal, qui cette année assure la présidence de l'Union africaine, parle donc au nom du groupe africain. Et certains groupes qui ne sont pas partis, donc, et qui sont organisés, lorsqu'ils émettent des déclarations, ces déclarations doivent être appuyées par au moins un État parti avant d'être donc validé. Donc, voilà un peu, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu cette explication dans les séances précédentes. Alors, quand on zoome donc sur le groupe africain, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, d'emblée, je dois dire que le groupe africain, les pays partis au niveau donc, de la CBD sont supportés, sont appuyés par l'Union africaine à travers deux structures. Il y a la Commission de l'Union africaine d'une part et il y a l'Agence de développement de l'Union africaine d'autre part. Alors, la Commission de l'Union africaine, d'une façon générale, l'Union africaine qui était précédemment l'organisation de l'unité africaine. Alors, l'Union africaine a commencé à s'intéresser à la question de la biosécurité sous la CBD en 1919, lorsque les négociations sur le protocole de Cartagena étaient complètement bloquées et les pays africains craignaient alors qu'il n'y ait pas d'accord, qu'on n'aurait jamais d'accord. Et donc, en 2001, l'Union africaine a décidé de contribuer, d'appuyer les pays africains pour développer ce qu'on appelle la loi modèle africaine sur la biotechnologie, la sécurité biologique. Et ceci avait pour objectif de fournir à l'Afrique un cadre harmonisé pour servir de base pour que les pays africains puissent développer leur loi nationale. Mais la loi modèle africaine n'a pas pu unir les pays compte tenu justement de sa nature un peu trop précautionneuse, un peu trop préventive, et ça faisait que des pays comme l'Afrique du Sud se sont détachés donc du reste du groupe africain. Mais à la fin, quand même, le protocole de Cartagena a été développé et à la suite de cette adoption, l'organisation de l'Union africaine s'est mise à développer donc un projet régional pour renforcer les capacités des pays africains à mettre en œuvre à la fois le protocole qui vient d'être adopté, mais aussi la loi modèle africaine qui venait donc d'être développée. Et ce projet a été élaboré et financé et appuyé en partenariat avec le ministère fédéral de l'Allemagne pour l'économie, la coopération et le développement. Donc, ça dit déjà quelque chose. Et puis, on a progressé et il y a eu donc des instances officielles au niveau de l'Union africaine qui ont vraiment recommandé que l'Afrique puisse aller de l'avant pour renforcer sa capacité et pouvoir adresser donc les questions de biosécurité d'une façon générale. Ça, c'était pour la Commission de l'Union africaine. Maintenant, l'Agence de développement de l'Union africaine, aujourd'hui, ça s'appelle l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, mais à l'époque, c'était le NEPAD. Donc, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui a été fondé, bien sûr, en 2001,
mais qui a été intégré de façon complète aux instances de l'Union africaine en 2009. Donc, cette entité basée à Pretoria, en Afrique du Sud, a commencé à s'intéresser à la biotechnologie immédiatement après sa création. C'est ainsi qu'en 2003, la première conférence ministérielle sur la science et la technologie avait appelé le NEPAD, avait demandé au NEPAD de renforcer les capacités des pays africains pour l'évaluation et la gestion des risques et promouvoir justement la coopération régionale et sous-régionale pour pouvoir établir donc des équipements en matière de biosécurité. Et il a souligné que le NEPAD devait tout faire pour faciliter la participation de l'Afrique dans les discussions internationales, le processus au niveau mondial, parlant donc de la biotechnologie. Et en 2004, lorsque la deuxième réunion du comité en matière de sciences et technologies s'est réunie, on a demandé que le secrétariat du NEPAD travaille maintenant avec la Commission de l'Union africaine pour établir un panel de haut niveau qui va conseiller les dirigeants africains sur les questions en relation avec les biotechnologies modernes. C'est ainsi que le haut panel africain en biotechnologie moderne a été établi et a fourni un rapport qui recommande que l'Afrique puisse adopter les biotechnologies de façon sécurisée. Et surtout, la recommandation numéro 14 de ce rapport instruit l'Agence de l'Union africaine et le secrétariat du NEPAD à renforcer davantage les capacités en matière de réglementation de la biotechnologie et devrait aussi pouvoir porter l'assistance qu'il faut aux États membres lors des discussions et des mécanismes multilatéraux, donc y compris à la CPD. Donc, l'appui aujourd'hui, tout ce que la Commission de l'Union africaine fait et le NEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine, font en matière d'appui au groupe africain tire la légitimité politique de toutes ces décisions. Alors, donc, la Commission de l'Union africaine et l'agence le NEPAD sont donc deux entités et chacun a formé pratiquement son noyau en matière de biosécurité. Donc, au niveau de la commission, il y avait l'unité de biosécurité qui était dans le département ressources humaines, sciences et technologies. Maintenant, cette unité a été maintenant transférée à l'occasion de la réforme du système de l'Union africaine, a été transférée donc dans le département agriculture, développement rural, économie bleue et gestion durable de l'environnement actuellement. Et donc, eux, ils s'occupent beaucoup plus de la biodiversité sous la CBD et son protocole de Nagoya sur le partage des bénéfices. Ça, c'est le côté donc de l'Union africaine. Le NEPAD, pour mettre en œuvre la recommandation 14, a mis en place le programme comment ça s'appelle, l'expertise africaine, le programme, le réseau africain d'expertise en biosécurité, et aujourd'hui, le programme de gestion intégrée des vecteurs qui utilisent tous la biosécurité, l'un pour l'agriculture, l'autre pour la santé. Donc, ces deux entités vont donc travailler de façon étroite pour soutenir aujourd'hui
le groupe africain dans les négociations. Alors, ça me permet de présenter très rapidement quels sont les critères qui orientent notre appui dans sa nature et dans son envergure au groupe africain. L'unité de biosécurité au niveau de la Commission pensait que l'Afrique a besoin de régulations très strictes parce que l'Afrique manque de ressources financières. L'Afrique est le berceau d'environnements très complexes. L'Afrique est aussi le centre d'origine et en matière de diversité biologique, etc. Donc, pour cela, ils ont toujours été sur une ligne de régulation très stricte. Par contre, au niveau de l'Agence de développement de l'Union africaine, à travers le NEPAD, donc à travers le programme ABNE et IVM, sont beaucoup plus pour une utilisation sécurisée des biotechnologies, sont plus favorables aux biotechnologies. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que aussi bien la Commission de l'Union africaine que l'Agence de développement de l'Union africaine, les deux ont des vues complètement harmonisées en ce qui concerne l'appui du groupe africain au cours des négociations. Donc, nous sommes une unité commune maintenant qui travaille en synergie pour cet appui-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons comme appui justement au groupe africain? Les deux entités. C'est d'abord un appui financier, matériel, pour augmenter le nombre de délégués africains participant aux différentes sessions de la conférence des partis, servant de réunion des partis. Donc, aussi bien au niveau des conférences que pour les activités intersessionnelles. Et cela, bien sûr, est d'un apport extrêmement important pour compléter le nombre de délégués qui sont sponsorisés par le secrétariat de la CBD. Par exemple, en 2018, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, nous avons pu prendre en charge 50 participants délégués africains sur 200, et donc cela a permis quand même d'avoir une bonne représentativité et représentation de l'Afrique. Plus important, nous apportons un appui technique et nous servons de secrétariat au groupe africain. L'appui technique et l'expertise sont apportés aux différents points de l'ordre du jour en discussion. Ça peut être le séquençage numérique, ça peut être l'évaluation des risques, ça peut être le mécanisme financier, etc. Tous les éléments, les points clés qui sont discutés, nous apportons au groupe africain un appui technique et sous forme d'expertise. Et nous appuyons le groupe africain à développer justement les déclarations de position. Parce qu'il faut le faire et il faut être disponible pour le faire. Lorsqu'on est dans le feu de l'action au cours de ces réunions, il faut bien des personnes qui soient disponibles pour récolter tous les arguments et les transformer donc en déclaration de position. Nous fournissons cet appui au groupe africain. Entre les sessions, nous essayons de renforcer les capacités techniques des membres du groupe africain des négociateurs. Nous identifions les besoins de formation. C'est ainsi qu'en 2018, nous avons pour la première fois organisé à Addis Abeba une formation sur les négociations. Comment négocier, comment augmenter ses capacités en matière de négociation. Et cela a apporté vraiment des fruits. Lorsque nous nous sommes retrouvés en novembre 2018 à Sharm el-Sheikh, on a senti que le groupe africain
était parti de l'avant, avait amélioré sa façon de participer aux réunions. Et bien sûr, comme vous le savez, au cours de ces sessions, il y a des jeux d'alliance qui sont établis et nous essayons donc d'appuyer le groupe africain pour réaliser donc des alliances stratégiques. C'est ainsi que nous avons été au premier plan lorsque le groupe africain discutait avec la Chine, lorsque le groupe africain discutait avec le groupe GRULAC, lorsque le groupe africain discutait avec l'Union européenne, etc., pour faire des alliances stratégiques. Donc, voilà un peu le type d'appui que la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine apportent au groupe africain lors des sessions de négociation. Alors, je reviens en arrière pour dire un peu comment les choses ont été évoluées, ont été conduites depuis. En particulier, le groupe africain a été extrêmement tranchant, extrêmement efficace lorsqu'il s'était agi de négocier et d'adopter le protocole additionnel de Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation. Et voilà toute une liste donc de dates où nous avons été présents et nous avons travaillé de façon assidue pour arriver justement à l'adoption de ce protocole supplémentaire que nous pensons être extrêmement important. Extrêmement important. Et l'un des arguments était que nous devons pouvoir, nous, surtout les scientifiques africains, doivent pouvoir aménager leur programme de travail de sorte à rencontrer, de sorte à fournir, à répondre aux besoins spécifiques des Africains et non pas seulement se limiter à conduire des activités qui répondent aux intérêts du marché global, donc des partenaires extérieurs. Et lorsqu'il s'est agi donc des produits d'importation, les produits finis, on s'est dit il faut mettre en place un système de régime qui va protéger les pays africains sans toutefois empêcher la domestication des produits ou la commercialisation des produits localement. En fait, tout ceci pour dire que la démarche initiale et les arguments principaux initiaux faisaient croire en sorte que l'Afrique était le terrain où les multinationales devaient pouvoir venir donc déverser leur technologie ou s'emparer de notre marché. C'était un peu cette fausse vision qui était là dès le départ, mais quand même qui a produit de très bons résultats. C'est l'engagement très ferme du groupe africain pour la négociation et l'adoption de ce protocole supplémentaire. Alors, actuellement, lorsque nous allons donc, nous allons aller à la prochaine conférence des partis qui est prévue pour se tenir en Chine, quelles vont être nos priorités? Et je voudrais rappeler que cette conférence aura pour objectif principal d'adopter le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Alors, c'est dans ce cadre qu'il va y avoir toutes les questions, tous les sujets touchant à la biodiversité, touchant à la biosécurité, touchant aux mécanismes de financement vont être intégrés justement dans les textes de ce cadre mondial. Alors, la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine, l'EPAD, ont pour rôle ici d'appuyer
le groupe africain, pour s'assurer que les textes qui sont proposés pour faire le cadre mondial de la biodiversité post-2020 ne contiennent pas des notions et des concepts ou des décisions qui vont empêcher le développement de l'Afrique. Donc, nous sommes intéressés à intégrer dans ce cadre mondial tout ce qui peut permettre de sauvegarder l'Afrique et surtout permettre à l'Afrique d'exploiter de façon sécurisée les possibilités de la biotechnologie moderne et d'autres technologies pour assurer son développement socio-économique tel que prévu dans l'agenda 2063. Donc, il appartient à l'Agence de développement de l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine de s'assurer qu'à travers toutes les instances, que ce soit le SAPSTA, que ce soit le SBI ou autre, qu'il n'y ait pas d'attente ou d'atteinte ou de velléité de langage qui sont à l'encontre donc des intérêts du continent africain. Alors, quelques éléments de priorité, et puis j'en terminerai là. Ce qui est important, c'est que là où le groupe africain tient vraiment toute sa force pour négocier les éléments clés, c'est d'abord la mobilisation des ressources et le mécanisme financier. Il est clair que l'Afrique a besoin d'un nouveau mécanisme financier de mobilisation pour la biodiversité, pour conserver la biodiversité. Alors, cette position, qui est une position très ferme, nous l'avons exprimée à Genève et nous continuons d'exprimer cette position jusqu'à l'adoption du cadre mondial. C'est parce que l'Afrique subit le plus grand trou financier en termes donc de conservation de la biodiversité. Ce que l'Afrique, le gap pour le financement de la biodiversité en Afrique atteint 90%. Et on s'est rendu compte que les allocations qui sont données par le Fonds mondial sur l'environnement de 2014 à 2022 représentent moins de 20% de ce que les systèmes nationaux ont besoin comme budget pour la biosécurité, pour conserver la biodiversité. Donc, il y a un gap très important et en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le Fonds mondial pour l'environnement, mais c'est parce que le mécanisme d'accès à ces fonds ne conviennent pas à l'Afrique. Donc, nous exigeons que pour l'adoption de ce cadre mondial, il y ait un mécanisme clair, un mécanisme financier clair qui va être plus bénéfique à l'Afrique. Et il a même été estimé qu'il faut à peu près 700 milliards de dollars pour permettre donc de réaliser le cadre mondial de la biodiversité d'ici 2030. L'autre point important, c'est la coopération entre les conventions relatives à la biodiversité et les autres organisations internationales et initiatives. Nous nous sommes rendus compte, l'Afrique ou le groupe africain sont préoccupés du fait que actuellement, l'OMS est en train de mener des négociations en ce qui concerne les pathogènes. Et ces négociations ne prennent pas en compte le troisième objectif de la Convention sur la biodiversité, qui est le partage équitable et juste des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Donc, ceci est un point et le groupe africain appelle le secrétariat et appelle la conférence à respecter justement ce troisième
objectifs de la CBD et nous y tenons vraiment de façon assez ferme. L'autre, c'est le séquençage numérique, l'information sur le séquençage numérique. Alors, ceci également met en avant les questions de partage des bénéfices. Et ceci a toujours été un sujet extrêmement houleux. À Genève, nous n'avons pas pu trouver, le groupe africain n'a pas été d'accord et nous n'avons pas trouvé de consensus parce que nous pensons que le séquençage numérique doit faire partie de l'exploitation, doit être considéré comme l'exploitation des ressources génétiques et à cela, il doit pouvoir être appliqué un régime de partage équitable et juste des bénéfices issus de cela. Donc, ceci est un point extrêmement important également pour le groupe africain. Alors, l'autre point, le quatrième point prioritaire, c'est l'évaluation et la gestion des risques sur des questions concernant des questions émergentes, les technologies émergentes comme le gene drive, comme l'édition génomique. Nous pensons que le groupe africain doit pouvoir négocier pour que les recherches qui sont en cours, en particulier le gene drive pour la résolution de la question du paludisme, ne soient pas bloquées par des mécanismes d'évaluation des risques et de gestion des risques qui soient trop compliqués. Donc, la ligne de défense ici, c'est que les mécanismes qui existent au niveau de la CBD, au niveau du protocole de Cartagena, dans l'annexe 3, peuvent aujourd'hui servir à évaluer les risques pour le gene drive jusqu'aux phases de recherche. Donc, ceci également est un point de discussion extrêmement important pour nous. Alors, il y a aussi l'article, la cible 17 dans le cadre mondial sur la diversité biologique, le cadre mondial après 2020. Le groupe africain est en train de négocier pour que, en termes d'expression, la notion de bénéfice puisse être reconnue. Jusque-là, le protocole de Cartagena et les autres ont toujours parlé des risques liés à l'utilisation des biotechnologies, mais la notion de risque de bénéfice n'est pas apparue clairement. Donc, ceci est un point également de négociation pour nous. Alors, et ceci est ma dernière diapositive. Je disais que on a l'occasion aujourd'hui de nous adresser à des scientifiques, à des chercheurs, et je voudrais attirer votre attention, et vous le savez mieux que moi, que les points de l'ordre du jour de ces négociations peuvent être hautement techniques, n'est-ce pas? Même si à la fin, des questions de géopolitique interviennent, des questions de marché interviennent, mais beaucoup ont une dimension hautement scientifique et hautement technique, telle que par exemple le séquençage numérique, l'évaluation des risques, entre autres. Alors, comment est-ce que nous pouvons bénéficier de l'expertise de nos scientifiques et de leurs partenaires en termes de support, en termes de soutien au groupe africain? C'est une question que je pose et on pourra en discuter. Et aussi, comment est-ce que nous pouvons, je pense que c'est un besoin, comment est-ce que nous pouvons renforcer les capacités de négociation de nos chercheurs et de nos scientifiques pour qu'ils puissent, en temps opportun, apporter un soutien aux membres du groupe africain en session de négociation. Voilà un certain nombre de questions que je pose. Comme je le dis, je n'ai pas la réponse,
mais je souhaite que ce soit une base de discussion ouverte pour contribuer justement à cette série de webinaires et atteindre des résultats tangibles. Voilà, monsieur le modérateur, ce que j'avais à dire concernant ce sujet que vous m'avez demandé. Je vous remercie. Thank you very much, Musa. Merci beaucoup, Moussa. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, en effet, ici, je vais m'exprimer en anglais, mais évidemment, ce n'est pas un problème pour vous, je le sais. Et j'invite ici tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à poser tout simplement des questions. Ou alors, si vous souhaitez poser votre question oralement, vous pouvez aussi lever la main. Vous pouvez poser vos questions dans le chat en français ou en anglais. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. Alors ici, j'ai quelques questions moi aussi à vous poser. Alors, une question facile, je dirais, pour commencer. Vous avez mentionné dans votre présentation l'interaction entre le groupe africain et d'autres parties et d'autres groupes, comme les partenariats bilatéraux. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce que c'est le travail ici dans l'entre-session ou alors est-ce que c'est pendant la session? Je ne sais pas si vous avez mentionné cela, mais est-ce que vous pouvez peut-être clarifier cet élément? Oui, merci Hector. Ces négociations, ces relations bilatérales se passent aux deux niveaux, à la fois entre les sessions, sur des sujets particuliers. Il y a des réunions, il y a des réunions entre nous et puis la Chine, par exemple, entre les sessions sur des questions particulières pour harmoniser nos points de vue avant d'aller aux sessions elles-mêmes. Et aux sessions elles-mêmes, il se peut qu'il y ait des relations bilatérales également. Car comme vous le savez, lorsque les sessions ont lieu, chaque matin, chaque groupe se réunit. Et à Genève, par exemple, le groupe africain se réunissait toujours de 8 heures à 10 heures, donc 2 heures chaque matin, avant que les plénières ou les réunions de groupe de contact commencent. Donc, au besoin, on peut même recevoir un autre groupe au cours de ces réunions préparatoires en session et harmoniser des points de vue ou en tout cas, voilà, ça se passe aussi bien entre les sessions qu'au cours des sessions. Oui. C'est bon, Hector? Did I answer your question? Yes, thank you very much. Merci beaucoup. Merci Moussa, c'est très clair. Une autre question de Dave. Je vais vous lire la question. Merci Moussa pour cette présentation très complète, très intéressante. Vous avez parlé, qu'est-ce que vous pourriez parler en fait des délégués des différents pays et comment est-ce qu'ils sont sélectionnés, ces délégués, ces représentants des pays? Merci Dave pour cette question. C'est une question importante, effectivement. Alors, dans la structuration, dans le mécanisme de la CBD, lorsque vous avez signé le protocole, etc., le protocole de Cartagena, par exemple, au niveau du pays, il est nommé un point focal. Donc, dans chaque pays, il y a un point focal national pour la Convention sur la diversité biologique. Il y a un point focal national pour le protocole de Cartagena. Il y a un point
focal national pour le protocole sur le partage des bénéfices, par exemple. Donc, il y a des points focaux qui sont reconnus par la CBD. Donc, ceux-ci sont prioritairement les délégués des pays. Donc, et la CBD, le secrétariat de la CBD, par exemple, donne les moyens pour inviter, par exemple, le point focal sur la diversité biologique. Et s'il y a d'autres moyens, on peut inviter le point focal du protocole de Cartagena et le point focal du protocole de Nagoya. Maintenant, s'il n'y a pas suffisamment de moyens, nous, on complète. Et le plus souvent, nous prenons en charge pour un certain nombre de pays le point focal du protocole de Cartagena et parfois le point focal du protocole du BCH. Et nous, comme nous savons que les questions sont parfois techniques, nous les adjoignons des scientifiques, par exemple, au cas par cas, ou des experts sur des questions particulières pour leur expertise. Donc, nous disons, nous pouvons les supporter en tant qu'experts pour aller appuyer donc, les délégués officiels désignés. Mais tout ceci doit être soumis au secrétariat. Toute cette liste doit être soumise au secrétariat pour que le secrétariat accepte et leur donne donc les attributs pour pouvoir participer aux réunions, même virtuellement. Voilà, je ne sais pas si je répondais à la question. Thanks, Musa. Merci beaucoup, Moussa. J'ai une autre question ici de Dave. Vous avez aussi mentionné que vous devez parfois soutenir jusqu'à 200 délégués ici du groupe africain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus par rapport, par exemple, aux différents groupes? Par exemple, qu'en est-il des autres groupes, par exemple de l'Union européenne? Combien de personnes est-ce qu'eux envoient? Combien de délégués? En fait, ça nous donne une idée finalement du pouvoir de négociation. Oui, importante question. Je crois que je ne peux pas répondre exactement parce que je ne connais pas vraiment le nombre de personnes que l'Union européenne envoie, par exemple. Mais le plus souvent, il y a une rotation en ce qui les concerne. Un groupe vient pour un certain nombre de sujets et repart, un autre groupe vient. Donc, il y a souvent une rotation comme ça, ce qui fait qu'il est un peu difficile de savoir exactement quel est le nombre. Mais en tout cas, ils ont eu un système qui leur permet d'être assez efficace en termes donc de négociation. Mais c'est une question importante et on devra pouvoir creuser davantage et savoir quel est le nombre exact. Oui. Thank you. Merci, Moussa. J'ai une autre question. J'ai trouvé que je voulais savoir s'il y a par contre des problèmes ici qui sont peut-être plus difficiles pour atteindre le consensus. Par exemple, pour tout ce qui est Gene Drive et cette technologie, est-ce qu'il y a des opinions qui sont diverses au sein du groupe? Oui, il y a des sujets où c'est très difficile d'avoir un consensus. L'Afrique est très diversifiée, ça fait 55 États et nous n'avons pas les mêmes problèmes. Effectivement, le Gene Drive, par exemple, tous les pays africains ne souffrent pas de paludisme. C'est l'Afrique subsaharienne, et là encore, peut-être pas tous, qui ont le problème donc, de paludisme et qui portent
le Gene Drive comme priorité. Les autres ne sont pas forcément intéressés. Mais la solidarité fait qu'à la fin, on arrive à trouver un consensus et une communauté de vues. Par exemple, pour les négociations passées, les aspects de Gene Drive, de biologie synthétique, étaient mis ensemble avec les poissons génétiquement modifiés. Par exemple, l'Afrique du Sud, pour vous donner juste un exemple, n'était pas très intéressée par le Gene Drive, mais beaucoup plus par les poissons génétiquement modifiés, la réglementation sur les poissons génétiquement modifiés. Donc, il y a une entente pratique. Les autres pays ne sont pas trop intéressés non plus par le poisson génétiquement modifié. Mais il y a des trade-offs comme ça et des négociations qui font que l'Afrique du Sud et les autres vont pouvoir supporter nous en Afrique de l'Ouest qui sommes intéressés par le Gene Drive, par exemple. Et nous aussi, nous les supporterons sur les poissons génétiquement modifiés, quand bien même nous n'avons pas un intérêt direct. Donc, ça peut arriver comme ça. Et là où c'était un peu difficile aussi, et que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, c'est la préservation des 30% de surface terrestre et des 30% des surfaces marines. Beaucoup de pays n'ont pas de mer. Beaucoup de pays n'ont pas de mer, donc ça ne les intéresse pas. Mais à la fin, quand même, il y a un consensus, j'allais dire politique, qui permet donc de défendre la position. Oui. Good. I think it highlights the importance of C'est très clair et ça montre que, évidemment, la coopération est absolument essentielle et que les compromis aussi sont importants. C'est évident. Et c'est vrai que c'est normal aussi d'avoir différents points de vue. Alors, merci beaucoup pour cette explication. Et je vais ici vous lire une question qui est dans le chat de Rose. Alors, merci, Dr Savadogo, pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on peut aussi impliquer des parties prenantes régionales ici dans les efforts du groupe africain dans le cadre de la CBD? Par exemple, les groupes régionaux comme les plateformes de technologie de la santé, donc Health Technology Platform en anglais, et comment est-ce que l'on peut être impliqué dans les efforts du groupe africain? Oui, je pense qu'il y a la place pour intégrer les sensibilités, toutes les sensibilités au niveau de l'Afrique, mais ça reste à négocier et c'est au cas par cas. Pour que les membres, par exemple, d'une organisation donnée puissent être intégrés à la délégation nationale officielle, ça c'est possible, et donc être représentés au sein donc au cours des conférences. Mais peut-être pas être admis dans le groupe EGN en tant que tel, mais peuvent venir participer aux réunions à la conférence sans être des délégués vraiment officiels. L'autre chose, c'est que il y a des organisations qui sont reconnues par l'Union africaine et ces organisations qui peuvent même être des organisations non gouvernementales peuvent participer aux réunions. Je ne garantis pas le financement, je ne garantis pas le support, disons, l'appui financier pour y aller, mais si d'une manière ou d'une autre, ces organisations-là ont la possibilité de participer aux conférences et font des déclarations, les autres pays, les autres États membres faisant partie de l'Union africaine sont prêts à supporter leur déclaration. Donc, mais tout ceci, c'est peut-être des négociations, des discussions toujours en cours et ensemble, je pense que nous devons pouvoir trouver le meilleur moyen d'intégrer toutes les sensibilités et constituer un groupe, une force de négociation extrêmement puissante. Yeah.
Thanks for your answer, Musa. That just reminds me to ask. Merci pour votre réponse, Moussa. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, à l'audience qui, je pense, n'est pas très familier avec le processus, durant les séances plénières ou durant les autres sessions de groupe, quelle est la hiérarchie à respecter si vous voulez présenter un petit peu vos points de vue, que vous soyez un parti, un pays, un groupe important? Vous pourriez nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne pour ceux qui ne sont pas familiers avec le processus? Alors, dans une session plénière, par exemple, euh, le, euh, le responsable de la session, le chair, le président de la session, lorsqu'il va y avoir, lorsqu'elle va donner la parole, vont donner la parole, ils vont d'abord donner la parole aux groupes régionaux. Donc, en général, on commence par l'Afrique par ordre alphabétique. Le groupe africain va faire une déclaration et comme je le dis, c'est le pays qui assure la présidence en cours de l'année en cours de l'Union africaine, tel que c'est le cas du Sénégal cette année. L'année dernière, c'était le cas de la République du Congo et l'autre année, c'était l'Afrique du Sud. Donc, le délégué va donc parler au nom du groupe africain, premièrement. Donc, on donne la parole d'abord aux groupes régionaux. Après les groupes régionaux, on donne la parole aux États parties, les différents pays. Donc, chaque pays qui est membre va prendre la parole et en général supporte ce que le délégué représentant le groupe a déjà dit, parce que c'est au nom de votre groupe. Donc, un pays comme le Burkina Faso va dire « Je supporte ce que le Sénégal a dit au nom du groupe africain ». Et après, s'il y a des spécificités liées au pays, il va les exprimer. Donc, par ordre, il y a le groupe régional, ensuite les pays partis. Et après, il y a les grands groupes, ce qu'ils appellent les grands groupes. Les grands groupes, ça peut être les peuples autochtones, ça peut être le groupe des femmes, ça peut être le groupe des jeunes, ça peut être la recherche, etc. En général, la recherche n'est pas un grand groupe. On s'est plaint la fois dernière. On leur donne maintenant la parole pour s'exprimer. Et après ça, il y a d'autres organisations qui peuvent avoir la possibilité de prendre la parole. Donc, voilà un peu l'ordre et la hiérarchie. Et donc, comme je l'ai dit, ce qui est important à savoir, c'est que si vous êtes un groupe indépendant, par exemple, le délégué, le principal investigateur du projet Target Malaria du Ghana avait lu une déclaration au nom des instituts de recherche qui sont impliqués dans le consortium Target Malaria. Donc, il a lu cette déclaration qui était une très bonne déclaration, très scientifique, très bonne position. Et à la fin de sa déclaration, il fallait qu'un pays parti lève la main pour dire « Je soutiens la déclaration qui vient d'être faite par ce groupe ». Si tel n'est pas le cas, quelle que soit la pertinence de la déclaration qui vient d'être faite, elle n'est pas prise en compte par la CBD. Et donc, c'est en ce moment qu'il y a, par exemple, donc, des tractations. Et à partir du moment où les gens maintenant ont su cela, lorsque chaque fois, tous ceux qui sont impliqués dans le travail du Gene Drive voulaient faire des déclarations, ils nous touchaient pour que nous, on demande à certains pays donc, de soutenir, pour que ça soit pris en compte. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Thank you. That's very... Merci beaucoup. C'est très important pour nous de comprendre cela et de garder ce processus en
tête, surtout lorsque nous devrons contempler la possibilité de participer à ces négociations et de faire des déclarations. Je voudrais maintenant dévier la conversation vers un autre sujet. Pourriez-vous nous parler des directives d'évaluation de risque qui seront probablement développées sur les Gene Drives? Nous en avons entendu parler la semaine dernière par Félicité. Nous savons que ceci a été développé par des pays africains à travers les plateformes de vecteurs intégrés. Pensez-vous que ces lignes directrices sont liées entre elles ou pas? Yes, please come in. Yes, I think ce qui a été décidé au niveau donc de la réunion, c'est qu'il va y avoir un groupe qui va être mis en place pour réfléchir à comment élaborer justement ces directives sur l'évaluation des risques, etc. Et le groupe africain veut s'assurer qu'il y a une bonne représentativité de l'Afrique dans ce groupe qui va réfléchir sur les guidelines. Donc, je pense qu'on est à ce niveau. Comment composer le groupe qui va réfléchir sur ces guidelines, et nous voulons nous assurer que ce ne soit pas seulement un petit groupe où l'Afrique n'est pas suffisamment représentée, mais nous voulons assurer que l'Afrique soit très bien représentée dans ce groupe qui va réfléchir sur les guidelines. Donc, on peut s'en tenir là. Et effectivement, nous, au niveau de la plateforme ouest-africaine sur IVM, nous avons déjà développé des guidelines que nous avons, qui sont même en phase finale et qui vont être publiés vraiment bientôt. Et je voudrais remercier FNH et tous les autres partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ces guides. Ils sont un certain nombre. Alors, comment est-ce que ça va être lié? Je pense que ça, c'est la base. C'est le document de base que les experts africains auront avec eux pour pouvoir discuter dans le groupe qui sera mis en place pour développer les directives au niveau de la CBD. Donc déjà, cela me réjouit parce que je pense que le groupe africain a déjà fait du progrès et a un document de base dans lequel il peut puiser des éléments pour apporter donc dans les directives de la CBD. Oui. Est-ce que je réponds à la question, Hector? Thanks, Musa. I think it's an important development for the Je pense que c'est effectivement un développement important pour le continent, car comme je l'ai mentionné pendant la présentation, les Gene Drive vont probablement être un outil très important dans le contrôle de la malaria, qui sont jusqu'à aujourd'hui une préoccupation importante pour le continent africain. Je suis de ce fait très heureux que des efforts ont été fournis et que des efforts aient été fournis par l'Union africaine sur ce sujet précisément. Je souhaiterais également élaborer d'autres problématiques que vous avez mentionnées concernant le groupe africain. Une d'entre elles concerne l'adresse. Vous avez parlé du protocole de Nagoya. Et je sais que ceci est le résultat de nombreuses négociations, surtout à la suite du protocole de Cohina, car de nombreux pays, surtout dans des pays développés, et surtout en Afrique, tout le monde pensait que c'était un problème clé qui avait besoin d'être résolu. Et maintenant, nous avons le protocole supplémentaire de Nagoya Kuala Lumpur
J'aimerais savoir comment ce protocole a été mis en place dans les différents pays au sein de l'Union africaine. Une des caractéristiques principales concerne la sécurité financière. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en particulier lorsque vous parlez de la phase d'exécution? Merci, Hector. C'est une très bonne question. Effectivement, le groupe africain a été très percutant euh, sur cette question de responsabilité et de réparation. Et nous avons vraiment donné une empreinte au protocole supplémentaire et je pense que ça permet de faire bouger les lignes. Et à partir donc de l'adoption de ce protocole supplémentaire sur la responsabilité et la réparation, un certain nombre de pays ont révisé leurs lois pour pouvoir intégrer donc les dispositions de ce protocole supplémentaire additionnel. C'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas d'autres pays qui, même s'ils ne l'ont pas encore fait, sont en train d'évoquer l'adoption du protocole additionnel pour pouvoir réviser leurs lois. Le Togo, c'est le cas, le Mali aussi, mais comme vous le savez, les processus de révision de loi prennent beaucoup de temps, beaucoup de temps. On commence et parfois ça peut faire 10 ans sans que ce soit terminé. En termes de mise en œuvre, vraiment en termes de mise en œuvre, je n'ai pas de réponse précise parce que pour mettre en œuvre, il faut qu'il y ait des activités. Alors que, comme vous le savez, en Afrique, l'adoption des biotechnologies modernes n'est pas suffisante et n'est pas vraiment répandue pour qu'on puisse voir ou juger de l'application de la mise en œuvre de ces dispositions du protocole additionnel. Il y avait le Burkina qui était en première ligne, mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui que le Burkina a exigé vraiment une garantie en matière donc, financière pour pouvoir continuer les essais sur le Niébé-Bété ou les essais qui sont en train d'avoir lieu sur le riz génétiquement modifié. Non, je ne peux pas vraiment le garantir. Donc, en clair, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour juger vraiment de la mise en œuvre des dispositions du protocole supplémentaire pour le moment. Thank you. Thank you for that answer. Merci pour votre réponse. Je vais revenir et parler de l'évaluation des risques. Kamal a quelques questions justement parlant de cela. Je ne les avais pas vues jusqu'à présent. Kamal nous demande, premièrement, comment la considération socio-économique sur l'évaluation des risques et aussi l'inclusion des groupes dont nous venons de parler, les autochtones dans les communautés locales, les femmes, les jeunes, comment sont-elles incluses dans le processus? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question traite plus généralement avec l'évaluation des risques, à savoir comment nous pouvons évaluer les impacts négatifs et positifs de Gene Drive sur les autres espèces. Pourriez-vous nous parler de cela un petit peu, peut-être en nous citant des exemples ou des expériences vécues ou de ce que vous savez concernant les directives qui sont en train d'être développées? Je voudrais dire que l'évaluation des risques a été l'objet de plusieurs discussions, des discussions très houleuses depuis le début, et surtout son association ou la prise en compte des considérations socio-économiques. Nous, notre ligne de
nos arguments, c'est que l'évaluation des risques doit être scientifique. Elle doit être scientifique, elle doit se baser sur des résultats, sur des évidences scientifiques, elle doit être étape par étape et elle doit pouvoir être répliquée entre les acteurs, entre les pays, etc. Donc, reposant sur des arguments et des données objectives. Les considérations socio-économiques sont relatives. Ce qui est important pour le Burkina en termes de considérations socio-économiques n'est pas forcément les mêmes choses pour le Mali. Donc, si nous incorporons les considérations socio-économiques dans l'évaluation des risques, nous sortons un peu du cadre ou de la nature scientifique qui prouve la sécurité de l'évaluation des risques. Donc, la ligne a toujours été de séparer, de sortir les considérations socio-économiques de l'évaluation des risques. Et je pense que ça a été compris maintenant et beaucoup de pays sont dans cette ligne-là. Les considérations socio-économiques doivent intervenir dans la prise de décision, dans le processus de prise de décision finale. Le processus de prise de décision intègre à la fois les résultats scientifiques de l'évaluation des risques, mais aussi d'autres considérations qui ne sont pas forcément scientifiques, qui peuvent être géopolitiques, qui peuvent être des considérations de marché ou d'autres considérations morales, éthiques, etc., que nous mettons dans le paquet commun des considérations socio-économiques. Donc, voilà un peu comment nous voyons les choses. Je répète, l'évaluation des risques est une démarche scientifique qui doit pouvoir être répliquée d'un pays à l'autre, mais les considérations socio-économiques qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un acteur à l'autre, interviennent pour compléter donc l'évaluation des risques et permettre à l'autorité finale de prendre sa décision. Voilà comment cela est exercé. L'autre question, c'est... j'oubliais déjà. Hector, tu peux me répéter l'autre question, s'il vous plaît? Yes, he asks, how do we... Oui, on nous demande comment évaluer les impacts négatifs et positifs du gene drive sur les autres espèces. Oui, l'évaluation des risques intègre tout ce que l'on sait et les incertitudes. Donc, on ne va pas parler de l'évaluation des risques lorsque l'on parle des bénéfices. Les bénéfices sont à part. Le risque qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on pense être un danger, ce qu'on pense être un impact négatif. C'est cette potentialité d'avoir l'impact négatif qu'on évalue. Alors, comment est-ce qu'on les évalue avec le gene drive? Il faut dire que l'évaluation des risques est toujours quelque chose ante, qui vient avant que l'événement n'arrive. Donc, on s'appuie sur les données scientifiques qui existent, aussi bien à travers des tests qui existent, ou aujourd'hui, de plus en plus, on utilise des données de modélisation, de systématisation pour pouvoir prévoir la probabilité, est-ce que cet aspect négatif va venir ou pas? Est-ce qu'il va y avoir le transfert de la construction gene drive à d'autres espèces? Tout ceci est évalué de façon systématique à travers les données que nous avons, les données biologiques de toutes les espèces, parce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il y ait transfert sur une autre espèce à partir du moustique, si le moustique n'est pas compatible sexuellement avec cette autre espèce. Donc, déjà, s'il y a une barrière de reproduction sexuelle, ça te montre que la possibilité qu'il y ait transfert
sur une autre espèce n'est pas possible, par exemple. Et aussi, tout ce qu'on a aujourd'hui comme possibilité de modélisation qui nous permet de dire, aujourd'hui, si par exemple, Anopheles gambier, qui est une espèce parmi 400 en Afrique, et peut-être une espèce parmi 800 ou des milliers dans le monde, si Anopheles gambier arrivait à disparaître à la suite du déploiement de Gene Drive, qu'est-ce que ça pourrait arriver à l'environnement? Aujourd'hui, on a des réponses plus ou moins claires. Parce que ce qu'on dispose comme données, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune espèce qui se nourrit exclusivement, par exemple, de Anopheles gambier. Donc, même s'il arrivait que Anopheles gambier ne soit plus là, l'impact sur l'environnement ne sera pas aussi catastrophique ou ne sera pas aussi ingérable comme on peut l'accepter. Donc, il y a tous les éléments pour pouvoir prévoir à peu près ce qui va arriver. Et c'est essentiellement ça, la nature de l'évaluation des risques. Peut-être Hector peut compléter. Hector, bien sûr, tu es un spécialiste de l'évaluation des risques. Donc, c'est les mêmes principes. Tu peux compléter dans ce sens, oui. Well, yeah, this is quite an extensive topic. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un thème ici. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que vos exemples étaient très clairs. Et je pense également que pour souligner un des éléments aussi que vous avez dit d'ailleurs, ici, lorsque vous avez répondu, c'est que vous avez dit que l'évaluation des risques, ce n'est pas la décision. Et vous avez raison. La décision, comme vous l'avez dit, intègre en fait différents éléments. Et donc, il ne faudrait pas ici penser que l'évaluation des risques est le seul élément. Ce n'est pas le cas. Et encore une fois, dans notre partenariat ici avec l'Agence africaine de développement et NEPAD, je pense que c'est très intéressant d'avoir parlé de tous ces éléments. Et j'aimerais en fait ici parler d'encore un thème avant de devoir conclure, et c'est sur ici le DSI. Donc, vous avez dit que le groupe africain va parler de ce mécanisme ici, des avantages, du partage des bénéfices ici sur ce séquençage ici numérique, le DSI. Et à votre avis, comment est-ce que cela pourrait être établi? Quels pourraient être justement les éléments de ces mécanismes ici dans le cadre du DSI? Oui, ça c'est un sujet extrêmement important. Et le groupe africain voudrait considérer l'information sur le séquençage génétique comme une utilisation des ressources génétiques. Donc, il faut qu'on s'entende d'abord sur ça. Donc, le séquençage génétique est une utilisation des ressources génétiques. Alors, si on s'entend sur ça, alors on s'inscrit dans le protocole d'accès et de partage des bénéfices. Et maintenant, effectivement, il faut trouver le mécanisme. Je ne saurais vous dire clairement, mais il est dans nos discussions, il a été dit que il faut d'abord savoir la source. De toute façon, il existe déjà beaucoup de banques où on a de disponibles ces séquences numériques. Il faut d'abord savoir d'où vient la source. Et si la source est connue, alors il faut appliquer un pourcentage pour que ça revienne justement aux communautés locales, aux États membres qui abritent cette ressource génétique que l'on a séquencée. C'est un peu cette vision que nous avons,
Et de façon plus élargie, ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est que pour toute utilisation donc, d'une ressource génétique venant d'Afrique ou d'ailleurs, qu'il y ait un pourcentage qui va être appliqué par celui qui l'achète et que ce pourcentage soit reversé à un fonds, c'est ce qu'on appelle le nouveau fonds justement pour la biodiversité. Donc, que ce pourcentage soit reversé à ce fonds et ensuite distribué aux pays africains pour soutenir leurs efforts de conservation et de gestion durable de l'environnement. Voilà l'idée. Voilà l'idée. C'est sûr que si c'est adopté, bon, bien sûr, les détails vont être travaillés. Voilà. Thank you. That's actually what I was Je vous interested remercie. C'est vrai que c'était très clair. Merci pour cette explication. Alors, malheureusement, nous allons devoir conclure. Il ne nous reste que 2 petites minutes avant de terminer. Alors, tout d'abord, Moussa, j'aimerais vous remercier chaleureusement. Merci pour cette présentation très complète, très intéressante, très informative. Donc, merci beaucoup parce que vous êtes revenu ici sur le groupe africain, les positions, le fonctionnement et comment ici, eh bien, les différentes réunions de la COP et les sessions, comment tout cela s'articule. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation et j'aimerais parler de la présentation de la semaine à venir. Parce qu'on parle évidemment des communautés locales, des peuples autochtones. Eh bien, vous voyez que la semaine prochaine, nous allons inviter le docteur Yolanda Terran, qui reviendra justement sur ce thème important, puisque nous reviendrons justement sur une meilleure compréhension ici de ce groupe clé avec le protocole de Cartagena. Et évidemment, on parle ici des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, je vous invite à nous rejoindre ici la semaine prochaine pour cette présentation. Et je suis sûre d'ailleurs que ce sera très intéressant. Et comme aujourd'hui, ce sera, j'en suis sûre, une présentation qui attirera ici beaucoup de participants. Merci Moussa, vraiment une excellente présentation. Nous avons hâte ici de pouvoir travailler avec vous à l'avenir. Donc, merci beaucoup encore une fois et je vous retrouve tous la semaine prochaine. Merci de m'avoir invité et c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Moussa.